Et si on regardait le modèle de Solow, non pas comme une vieille théorie économique poussiéreuse, mais plutôt comme une incroyable machine intellectuelle. On va plonger dans ses plans pour voir comment elle a été conçue. Alors la voilà, notre fameuse machine. C'est vraiment l'une des pièces maîtresses de la macroéconomie moderne. Mais ce qui est fascinant, c'est pas tant ce qu'elle fait, mais comment elle a été bâtie. Parce que son architecte, Robert Solow, n'a pas tout inventé de A à Z. Non, c'était un maître assembleur. Et c'est exactement ça, la clé. Le génie de Solow, ce n'est pas l'invention pure, c'est la synthèse. Il a pris des pièces, des idées économiques qui existaient déjà, qui flottaient un peu partout, parfois même qui se contredisaient, et il les a assemblées pour créer un système cohérent, élégant et surtout qui fonctionne. Un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie intellectuelle. Ok, mais pour vraiment saisir la portée de son travail, il faut revenir un peu en arrière. Comprendre le problème qu'il essayait de régler. En fait, il y avait une machine avant la sienne, une machine qui avait un énorme défaut de conception. Ce modèle, c'était celui de Harrod de Marr. Bon, pour l'époque, c'était assez avant-gardiste, mais il avait un gros souci. Il était super instable. On parle du problème du fil du rasoir. Ça venait d'où? De ses coefficients fixes. En gros, le modèle supposait que la relation entre le capital et le travail était totalement rigide. Du coup, l'économie était en équilibre, mais un équilibre ultra précaire, comme cette balle. Le moindre petit choc, la moindre déviation, et hop, c'était soit la spirale de croissance infinie, soit l'effondrement. Le défi était donc là, bien visible. Comment on passe de cet équilibre sur un fil à un équilibre stable? Une sorte de vallée où, si l'économie dérape un peu, elle est naturellement ramenée au centre. C'était ça, le grand casse-tête que Solow devait résoudre. Alors, pour voir comment il s'y est pris, on va faire un peu de rétro-ingénierie. On va démonter sa machine, pièce par pièce, pour voir d'où viennent les composants, quelle est sa chaîne d'approvisionnement intellectuelle. Première pièce, et c'est la plus importante, le moteur. C'est la fonction de production. Et attention, ce n'est pas Solow qui l'a inventé. Non, il l'a emprunté à deux autres économistes, Cobb et Douglas. Mais alors pourquoi celle-là en particulier? Parce qu'elle a une propriété géniale. Elle permet au capital et au travail d'être substituables. En clair, s'il manque un peu de l'un, on peut compenser en ajoutant un peu de l'autre. Et c'est cette flexibilité, cette simple idée, qui va tout changer et résoudre le problème de la rigidité du modèle précédent. Ensuite, on passe à la mécanique interne. Là, Solow va piocher deux autres composants essentiels. D'un côté, on a l'accumulation du capital. Ça vient d'une idée à la fois classique et keynésienne, l'épargne est égale à l'investissement. De l'autre, il faut bien déterminer comment le capital et le travail sont payés. Et pour ça, il intègre la théorie néoclassique. Chaque facteur est rémunéré selon ce qu'il produit, sa productivité marginale. Bon, mais pour que toute cette machine avance, il lui faut du carburant, des forces motrices. Solow en ajoute deux, qu'il traite comme des moteurs externes. Le premier, c'est la croissance de la population, une idée qui vient tout droit de la tradition classique de Malthus. Le deuxième, c'est le progrès technologique. Lui aussi, il est vu comme une force extérieure qui vient pousser la croissance, sans que le modèle n'explique vraiment d'où il sort. Voilà, on a toutes nos pièces sur la table. Mais le vrai coup de génie, il n'est pas dans les pièces elles-mêmes, non. Il est dans l'assemblage, dans la façon dont Solow a tout mis ensemble. Et là, on voit la mise à niveau de façon spectaculaire. D'un côté, on avait le vieux modèle, rigide, instable. De l'autre, la synthèse de Solow. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement remplacé cette rigidité par de la flexibilité, la fameuse substituabilité. Et par ce geste, il transforme une machine prête à dérailler en un système qui s'auto-corrige, qui tend vers un équilibre stable. C'est ça, le changement décisif. Donc, le véritable éclair de génie, il est là. C'est d'avoir pris toutes ces pièces détachées, le moteur Cobb-Douglas, la mécanique de l'accumulation, les forces extérieures, et de les avoir compressées, intégrées, dans une seule et unique équation dynamique. C'est cette synthèse mathématique, cette compression incroyablement élégante, qui constitue sa véritable originalité. Bon, maintenant que la machine est assemblée, qu'est-ce qu'elle produit? C'est quoi le grand résultat qui sort de toute cette ingénierie? Eh bien, le résultat est tout simplement révolutionnaire. C'est le concept d'état stationnaire. C'est ce point d'équilibre magique, le moment où l'investissement est juste assez élevé pour contrebalancer l'usure du capital et l'effet de la croissance de la population et de la technologie. Et le plus fort, c'est que le modèle nous dit que, peu importe d'où elle part, l'économie va naturellement converger vers cet état stable. Elle trouve son chemin toute seule. Alors au final, que retenir? Quel est l'héritage de ce grand architecte de la pensée économique? Si on regarde une dernière fois la liste des fournisseurs, c'est impressionnant. La fonction de production, Cobb et Douglas. L'accumulation du capital, les classiques et Keynes. Le cadre général, Harrod de Marr. Le prix des facteurs, les néoclassiques. La démographie, Malthus.
C'est une mosaïque incroyable d'idées qui viennent de partout, mais assemblées avec une vision vraiment unique. Ce n'était donc pas un simple collage, un copier-coller. Solo a choisi chaque pièce avec un soin méticuleux, pour une fonction bien précise. Et c'est ça son héritage immense. Avoir pris ce bric-à-brac d'idées historiques pour forger un modèle de croissance, non seulement cohérent et élégant, mais aussi utilisable, pertinent. Un modèle qui a littéralement redéfini la macroéconomie pour des générations. Et tout ça, ça nous amène à une question bien plus vaste qui dépasse l'économie. Finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur en science? Est-ce que c'est de découvrir un ingrédient complètement nouveau, jamais vu? Ou est-ce que c'est le génie de savoir combiner des ingrédients qui existent déjà pour créer une recette révolutionnaire qui change notre vision du monde?